Le soleil se couchait sur Saint-Étienne, baignant les vieilles maisons de pierre dans une lueur orangée qui masquait à peine leur délabrement. Ce village, autrefois prospère grâce à ses mines, n'était plus que l'ombre de lui-même. Mathilde Dufour, 42 ans, historienne locale aux yeux vifs et aux cheveux grisonnants prématurément, referma son carnet de notes avec un soupir. 3 disparitions en 2 semaines, murmura-t-elle, observant par la fenêtre de sa petite bibliothèque les villageois qui rentraient précipitamment avant la tombée de la nuit. Comme en 1887. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. Mathilde ? C'est Jean-Pierre. Marcel n'est pas rentré des champs. Un frisson parcourut son échine. Marcel Dubois, 67 ans, était le 4e. J'arrive, répondit-elle simplement. Dehors, l'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien. Mathilde rejoignit le groupe de recherche à la lisière du village. Les visages étaient tendus, les regards fuyants. Personne ne va près des mines, déclara le maire, un homme corpulent dont le visage luisait de sueur malgré la fraîcheur du soir. Nous cherchons dans les champs et le long de la rivière. Les mines, répéta Mathilde. Pourquoi pas les mines, monsieur le maire ? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Les anciens échangèrent des regards entendus. Ce sont des superstitions, trancha finalement le maire. Rien de plus. Mais Mathilde connaissait trop bien les légendes locales pour s'en tenir à cette explication. Dans ses recherches, elle avait découvert des récits datant du Moyen Âge, parlant d'une « fin venue des profondeurs » qui se réveillait tous les 100 ans. Tandis que les groupes se dispersaient, elle s'éloigna discrètement vers l'entrée nord des mines abandonnées. Le bois pourri de l'ancien chevalement grinçait dans la brise nocturne. L'entrée béante semblait avaler la lumière de sa lampe torche. « Tu ne devrais pas être ici, dit une voix derrière elle. Mathilde se retourna vivement. C'était le père Benoît, le vieux prêtre du village, son visage ridé grave dans la pénombre. Les disparitions, commença Mathilde. Elles suivent un schéma, n'est-ce pas ? Comme celle documentée en 1887-1787. Certaines connaissances devraient rester enfouies, Mathilde, répondit le prêtre, ses yeux reflétant une peur ancienne. Comme certaines créatures. S'approchant de l'entrée, Mathilde remarqua alors ce que ses recherches lui avaient fait pressentir, un symbole gravé dans la pierre, presque effacé par le temps. Un cercle traversé par une ligne sinueuse, entouré de ce qui ressemblait à des ailes déployées. Mon Dieu, souffla-t-elle. C'est le même que sur les manuscrits. Le sol trembla légèrement sous leurs pieds. Du fond du tunnel obscur, un son indéfinissable monta ni un grondement, ni un souffle, mais quelque chose entre les deux. Elle se réveille, murmura le père Benoît. Que Dieu nous vienne en aide. L'aube se levait sur Paris, illuminant les tours de Notre-Dame d'une lumière dorée. Perché sur un échafaudage à 50 mètres du sol, Victor Lemoine, 29 ans, passait délicatement ses doigts sur la pierre ancienne d'une gargouille. Son visage fin, encadré par des cheveux noirs en bataille, reflétait une concentration intense. « Tu entends ça » demanda-t-il à son collègue. « Quoi donc » répondit Bernard, un restaurateur plus âgé qui travaillait sur une chimère voisine. « Ce murmure. Comme si la pierre parlait. » Bernard éclata de rire. « Tu passes trop de temps avec ces monstres, mon gars. Ils te rendent aussi fou qu'eux. » Mais Victor n'écoutait plus. Sous ses doigts, la gargouille semblait vibrer d'une énergie propre. Depuis qu'il avait rejoint l'équipe de restauration de Notre-Dame, il ressentait une connexion inexplicable avec ces créatures de pierre. Des visions fugaces le hantaient des tunnels obscurs, des symboles anciens, des cris lointains. « Regarde ça » murmura-t-il, découvrant une fissure inhabituelle sous l'aile de la gargouille. En y insérant délicatement son outil, un compartiment secret s'ouvrit. « Incroyable » souffla Bernard, soudain intéressé. Les bâtisseurs médiévaux cachaient parfois des reliques dans les sculptures. Victor en sortit un objet enveloppé dans un tissu décomposé. Ses mains tremblaient tandis qu'il déroulait délicatement le tissu, révélant un parchemin jauni et une petite pierre gravée du même symbole que celui qui ornait la base de la gargouille. « C'est une carte » murmura-t-il, dépliant le parchemin. « Une carte de Saint-Étienne. » À l'instant où ses doigts touchèrent le symbole gravé, une vision fulgurante le submergea, des tunnels interminables, une caverne immense, et au centre, quelque chose d'ancien et d'affamé qui s'éveillait lentement. Il revint à lui, haletant, pour trouver Bernard qui le secouait par les épaules. « Victor. Ça va ? Tu es devenu blanc comme un linge. »
Je dois y aller, balbutia Victor, rangeant précipitamment la carte et la pierre. Je dois aller à Saint-Étienne. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Laurent Mercier, garde forestier de Saint-Étienne, suivait d'étranges traces dans la forêt qui bordait les anciennes mines. Grand et robuste, habitué à la solitude des bois, il n'était pourtant pas préparé à ce qu'il découvrit ce matin-là. Les traces ressemblaient à celles d'un animal de grande taille, mais aucune espèce connue ne laissait de telles empreintes profondes, avec ce qui semblait être des griffes acérées et une substance visqueuse qui luisait encore malgré la lumière du jour. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura-t-il, s'accroupissant pour examiner de plus près. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Mathilde Dufour. « Laurent ? J'ai besoin de ton aide. C'est à propos des mines. » « Justement, » répondit-il, les yeux toujours fixés sur les traces inquiétantes. « Je crois que quelque chose en est sorti. » La bibliothèque municipale de Saint-Étienne sentait le papier ancien et la poussière. Mathilde avait étalé ses documents sur une grande table en bois, tandis que Laurent se tenait debout, mal à l'aise parmi les livres, son imposante silhouette semblant trop grande pour ce lieu confiné. « Regarde ces dates, » dit Mathilde, pointant une série de coupures de journaux jaunis. 1787, 1887, 1987. Et maintenant. À chaque fois, le même schéma, des disparitions qui commencent au printemps, toujours près des mines. Laurent fronça les sourcils, passant une main dans sa barbe rousse. Et personne n'a jamais fait le rapprochement ? Aussi, répondit Mathilde avec un sourire amer. Mais les explications rationnelles sont toujours plus commodes. Éboulement, fugue, accident. La vérité est enfouie sous des siècles de silence volontaire. La porte de la bibliothèque s'ouvrit, laissant entrer le père Benoît, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. « J'ai apporté ce que vous m'avez demandé, » dit-il, déposant un petit coffret en bois sur la table. Les archives paroissiales de 1687. Elles n'ont jamais été numérisées. Mathilde ouvrit délicatement le coffret, révélant un journal relié en cuir craquelé. Les pages, écrites d'une écriture serrée, relataient les événements survenus dans la paroisse. « Écoutez ça, » murmura-t-elle après quelques minutes de lecture silencieuse. Le pacte a été renouvelé ce jour. Le village prospérera 100 ans de plus, et la faim retournera dormir dans les profondeurs. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons dû sacrifier. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Un pacte, demanda finalement Laurent. Avec quoi? Ou avec qui, ajouta le père Benoît, son regard fuyant. Le téléphone de Mathilde sonna, brisant la tension. C'était un numéro inconnu. Madame Dufour? Je m'appelle Victor Lemoine. Je suis restaurateur à Notre-Dame de Paris, c'est difficile à expliquer, mais je crois que je dois vous parler de Saint-Étienne et de ce qui se cache dans ces mines. 2 heures plus tard, ils se retrouvèrent tous à l'entrée nord des mines. Victor, fraîchement arrivé de Paris, semblait épuisé mais déterminé. Il avait apporté la pierre gravée et la carte ancienne. Les gargouilles, expliqua-t-il, ne sont pas de simples décorations. Les bâtisseurs médiévaux les concevaient comme des gardiens, des protecteurs contre les forces maléfiques. Mais celle de Notre-Dame, elle semble liée à cet endroit. Ils s'aventurèrent dans le tunnel principal, leurs lampes torchées projetant des ombres dansantes sur les parois suintantes. L'air devenait plus lourd, plus ancien à mesure qu'ils progressaient. Par ici, indiqua Laurent, repérant des traces fraîches sur le sol boueux. Le tunnel déboucha soudain sur une caverne naturelle. Sur les parois, des symboles identiques à ceux des gargouilles de Notre-Dame étaient gravés par centaines, formant des motifs complexes. « Mon Dieu !» souffla Mathilde. « C'est une sorte de sanctuaire. » Victor s'approcha d'une paroi, comme hypnotisé. Dès que ses doigts touchèrent les symboles, il fut projeté dans une vision plus intense que les précédentes. Il vit des hommes en robe médiévale sceller un pacte avec une entité monstrueuse. Il vit les premières gargouilles de Notre-Dame être sculptées, non pas comme des gardiens, mais comme des prisons de pierre pour fragmenter et contenir une partie de la conscience de la créature. Lorsqu'il revint à lui, il était à genoux, tremblant. « Les gargouilles, articula-t-il difficilement. Elles ne protègent pas contre la créature. Elles sont la créature. » Un grondement sourd fit vibrer la caverne, détachant de petits morceaux de roche du plafond. « Elle sait que nous sommes là, » murmura le père Benoît. « Et elle a faim. » La nuit était tombée lorsqu'ils émergèrent des mines, couverts de poussière et secoués par leur découverte. Le village semblait différent dans l'obscurité plus ancien, comme si les siècles de son histoire pesaient soudain plus lourdement sur ses murs de pierre.
venez chez moi, proposa Mathilde. Nous y serons plus en sécurité pour parler. Ils traversèrent les ruelles désertes, sentant des regards invisibles les suivre depuis les fenêtres fermées. À mi-chemin, une silhouette élancée se détacha du nombre. « Vous êtes allés dans les mines » dit une voix féminine, plus comme une accusation qu'une question. La femme s'avança dans la lumière d'un réverbère. Elle était grande, avec une élégance naturelle malgré des vêtements simples. Ses cheveux au bornes encadraient un visage aux traits fins marqué par une gravité inhabituelle. Élise Moreau la présenta le père Benoît. La dernière descendante des fondateurs du village. « Vous ne devriez pas vous mêler de ces histoires », poursuivit Élise, ses yeux verts scrutant chaque visage. « Certains secrets doivent rester enfouis. »« Comme le pacte ?» demanda Mathilde, soutenant son regard. « Comme les sacrifices ?» Un muscle tressaillit sur la mâchoire d'Élise. « Entrez » dit-elle finalement, indiquant une imposante demeure en pierre qui se dressait à l'écart des autres maisons. « Si vous voulez des réponses, autant qu'elles soient complètes. » L'intérieur du manoir Moreau était un témoignage figé d'une autre époque. Des portraits d'ancêtres austères surveillaient le grand salon où Élise les conduisit. Une immense cheminée dominait la pièce, et au-dessus du manteau, un symbole familier était gravé dans la pierre le même que sur les gargouilles dans la caverne. « Ma famille a fondé Saint-Étienne en 1387, commença Élise, servant du vin dans des verres anciens. Mais ce n'était pas un simple acte de colonisation. Ils fuyaient quelque chose, une entité qu'ils avaient accidentellement réveillée lors de fouilles près de Paris. » Victor se redressa. Notre-Dame était en construction à cette époque. Élise acquiesça. Les Moreau étaient des maîtres tailleurs de pierre. Ils travaillaient sur la cathédrale quand ils ont découvert quelque chose d'ancien dans les fondations. Quelque chose qui dormait depuis l'époque païenne. La créature, murmura Mathilde. Elle n'a pas de nom dans nos archives familiales, poursuivit Élise. Juste des descriptions, la fin, celle qui attend dans les profondeurs, l'ancienne. Elle s'est attachée à mes ancêtres, les a suivis jusqu'ici, attirée par les cavernes naturelles et les filons métalliques. Laurent fronça les sourcils. Pourquoi ne pas l'avoir détruite? Un rire sans joie échappa à Élise. On ne détruit pas ce genre d'entité. Mes ancêtres ont tenté de la piéger, de la fragmenter. Une partie de son essence a été enfermée dans les gargouilles de Notre-Dame, mais son corps, sa conscience principale, est resté ici, sous nos pieds. Le pacte, intervint le père Benoît. Parlez-leur du pacte, Élise. La jeune femme se leva, s'approchant de la fenêtre pour contempler le village endormi. Un sacrifice tous les 100 ans, dit-elle doucement. Une vie offerte volontairement pour maintenir la créature endormie. En échange, le village prospérait, les mines produisaient plus que de raison, les récoltes étaient abondantes. Mais les mines sont fermées depuis des décennies, objecta Mathilde. Et le village dépérit. Élise se retourna, son visage pâle dans la lumière tamisée. Parce que ma grand-mère a refusé de perpétuer la tradition en 1987. Elle a rompu le pacte, croyant que la créature était affaiblie après tant de siècles. Elle avait tort. Un cri déchirant retentit soudain depuis le village, suivi d'un silence plus terrifiant encore. Trop tard, murmura Élise. Elle ne se contente plus d'un seul sacrifice maintenant. Elle veut se venger de notre trahison. L'aube se levait à peine lorsque les 5 compagnons se retrouvèrent à l'entrée des mines. La nuit avait été agitée, un enfant de 8 ans, Lucas Perrin, avait disparu de sa chambre sans laisser de traces. Le village entier était en émoi, mais seul leur petit groupe connaissait la véritable nature de la menace. Nous devons descendre plus profondément, déclara Victor, son visage pâle mais déterminé. Les visions que j'ai eues montrent une caverne bien plus vaste que celle que nous avons découverte hier. Laurent vérifia son équipement corde, piolet, lampe renforcée. En tant que garde forestier, il était le plus expérimenté pour ce genre d'exploration. Si nous trouvons cette chose, demanda-t-il, qu'est-ce qu'on fait exactement? Personne ne répondit immédiatement. C'était la question que tous évitaient depuis le début. Les archives familiales mentionnent un rituel, dit finalement Élise. Mais il nécessite un sacrifice volontaire. Il doit y avoir une autre solution, insista Mathilde. Les textes que j'ai étudiés parlent aussi d'un sceau de pierre, qui pourrait emprisonner l'entité définitivement. Le père Benoît sortit de sa sacoche un petit livre relié en cuir noir. J'ai apporté les rituels d'exorcisme les plus anciens de l'Église. Certains datent d'avant la christianisation de la Gaule. Ils s'enfoncèrent dans les tunnels, suivant la carte ancienne que Victor avait découverte. L'air devenait plus lourd,
chargée d'une odeur métallique et d'autre chose, une odeur de chair en décomposition qui s'intensifiait à mesure qu'ils progressaient. Après 1 heure de descente, ils atteignirent une faille étroite que la carte indiquait comme le passage vers les profondeurs véritables. Laurent passa en premier, assurant la voie pour les autres. Ce qu'ils découvrirent au-delà dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Une immense caverne naturelle s'étendait devant eux, si vaste que leurs lampes n'en éclairaient pas les limites. Au centre, un lac souterrain aux eaux noires reflétait faiblement leur lumière. Et tout autour, des structures qui n'avaient rien de naturel, des colonnes sculptées, des autels de pierre, des symboles gravés dans la roche. Ce n'est pas médiéval, murmura Mathilde, s'approchant d'une colonne. C'est bien plus ancien. Néolithique, peut-être même paléolithique. Victor sentit un bourdonnement familier dans son crâne, plus intense que jamais. Les symboles sur les colonnes semblaient pulser d'une lumière intérieure, visible uniquement pour lui. Les premiers humains qui ont habité cette région, dit-il, traduisant presque inconsciemment les symboles, ils la vénéraient. Ils lui offraient des sacrifices en échange de protection et de prospérité. Comme les Moreaux, souffla Élise. Mais qu'est-ce qu'elle est, exactement, demanda Laurent, son pragmatisme habituel ébranlé par ce qu'il voyait. Mathilde s'était approchée du lac, examinant des inscriptions sur la berge de pierre. Ces textes parlent d'une entité qui existait avant les hommes, avant même que cette terre ne prenne sa forme actuelle. Une créature des profondeurs qui se nourrit, de l'essence même de la vie. Un mouvement dans l'eau noire attira leur attention. Quelque chose de massif se déplaçait sous la surface, créant des ondulations qui s'étendaient jusqu'aux berges. Elle est là, murmura le père Benoît, reculant instinctivement. À Paris, au même moment, un phénomène inexplicable se produisait. Les gargouilles de Notre-Dame, ces gardiens de pierre silencieux depuis des siècles, commençaient à se fissurer. De fines lignes apparaissaient sur leur surface, comme si quelque chose cherchait à s'échapper de l'intérieur. Dans la caverne, l'eau du lac s'agitait de plus en plus. Une brume étrange s'en élevait, formant des volutes qui semblaient animées d'une volonté propre. Nous devrions partir, suggéra Laurent, la main sur son couteau de chasse, une protection dérisoire contre ce qu'ils affrontaient. Mais avant qu'ils ne puissent faire demi-tour, un grondement assourdissant secoua la caverne. Des stalactites se détachèrent du plafond, s'écrasant dans le lac. L'eau se souleva au centre, comme poussée par une force colossale venant des profondeurs. Elle arrive, murmura Élise, son visage figé dans une expression de terreur ancestrale. Après tous ces siècles, elle est enfin libre. L'eau du lac souterrain bouillonnait maintenant comme un chaudron infernal. La surface se souleva, formant une masse liquide qui semblait défier les lois de la physique. Puis, lentement, elle prit forme une silhouette colossale, mi-solide, mi-liquide, dont les contours fluctuaient constamment. « Seigneur Tout-Puissant » murmura le père Benoît, serrant convulsivement son crucifix. La créature n'avait rien de terrestre dans son apparence. Son corps principal évoquait vaguement un céphalopode géant, mais avec des appendices trop nombreux et trop articulés. Sa peau, si on pouvait appeler cela ainsi, luisait d'une teinte bleu-noir iridescente, parcourue de motifs lumineux qui rappelaient étrangement les symboles gravés dans la caverne. Mais le plus terrifiant était son visage, non pas un visage humanoïde, mais une ouverture circulaire bordée de ce qui ressemblait à des dents ou des griffes, au centre de laquelle pulsait une lumière hypnotique. « Ne la regardez pas directement, avertit Victor, détournant lui-même les yeux avec difficulté. Elle essaie d'établir une connexion mentale. » Ils reculèrent vers l'entrée de la caverne, mais la créature projeta plusieurs appendices dans leur direction, bloquant leur retraite. L'un d'eux s'enroula autour de la jambe de Laurent, qui trancha la matière visqueuse avec son couteau. L'appendice se rétracta, mais la blessure se referma instantanément. « Comment combattre quelque chose comme ça » haleta Laurent, reculant précipitamment. Élise s'avança soudain, son visage transformé par une résolution terrible. « Je suis Élise Moreau » cria-t-elle à la créature. « Descendante de ceux qui ont conclu le pacte. C'est ma famille qui a rompu la promesse. C'est moi que tu veux. » La créature sembla se figer, ses mouvements devenant plus lents, plus délibérés. Un son étrange emplit la caverne, ni un grondement, ni un cri, mais quelque chose entre les deux, modulé comme un langage. Elle communique, réalisa Mathilde. Victor, dont la connexion avec les gargouilles lui conférait une sensibilité particulière, sentit des mots se former dans son esprit. Elle dit que le pacte ne peut pas être renouvelé, traduisit-il, le visage crispé par l'effort. Elle a été trahie trop longtemps. Maintenant, elle veut être libre. Libre de se nourrir de nous tous, murmura le père Benoît.
Le prêtre ouvrit son livre ancien et commença à réciter un rituel en latin archaïque. La créature réagit immédiatement, projetant un appendice qui frappa le vieil homme à la poitrine, l'envoyant valser contre une colonne de pierre. Il s'effondra, le souffle coupé, du sang coulant de sa tempe. Mathilde se précipita vers lui tandis que Laurent et Victor tentaient de distraire la créature. Élise restait immobile, comme en transe, fixant l'entité. Le livre haleta le père Benoît, le tendant à Mathilde. Page 37. Le rituel de confinement. Mathilde feuilleta frénétiquement le livre, trouvant le passage indiqué. C'était un texte en latin, accompagné de symboles similaires à ceux gravés dans la caverne. C'est un rituel ancien, expliqua faiblement le prêtre. Pré-chrétien. Il peut la contenir, mais pas la détruire. Et il nécessite quoi, exactement, demanda Mathilde, parcourant le texte complexe. Un sacrifice, murmura le père Benoît. Mais pas de sang. Un sacrifice d'essence vitale de force de vie volontairement offerte. Pendant ce temps, Victor avait établi une connexion plus profonde avec la créature, à travers le lien qu'il partageait avec les gargouilles. Des images déferlaient dans son esprit des siècles d'emprisonnement, de faim insatiable, de conscience fragmentée entre les profondeurs et les gardiens de pierre de Notre-Dame. Elle est liée aux gargouilles, cria-t-il aux autres. Si nous pouvons renforcer cette connexion, nous pourrions l'utiliser pour la contenir à nouveau. Mais la créature avait compris son intention. Un appendice massif jaillit de sa masse principale, frappant Victor en pleine poitrine. Il fut projeté en arrière, atterrissant lourdement près du lac souterrain. Élise s'avança alors, se plaçant entre la créature et ses compagnons. « Je sais ce que tu veux, dit-elle d'une voix étrangement calme. Et je suis prête à te l'offrir. » À Paris, les fissures sur les gargouilles de Notre-Dame s'élargissaient, libérant une brume noire qui s'élevait vers le ciel. Les touristes et les passants s'écartaient, effrayés par ce phénomène inexplicable. Les pierres elles-mêmes semblaient gémir, comme si elles souffraient. Dans la caverne, Élise avait commencé un étrange rituel, récitant des mots dans une langue que même Mathilde ne reconnaissait pas. La créature semblait captivée, ses appendices ondulant au rythme des paroles de la jeune femme. « Qu'est-ce qu'elle fait » demanda Laurent, soutenant le père Benoît blessé. « Le rituel ancestral » répondit faiblement le prêtre. « Celui que sa famille a utilisé pendant des siècles. Elle s'offre comme sacrifice. » La voix d'Élise résonnait dans la caverne, amplifiée par l'acoustique naturelle de l'immense espace souterrain. Les mots qu'elle prononçait semblaient plus anciens que le latin, plus anciens même que les langues celtiques, un langage qui prédatait peut-être la civilisation elle-même. « Il faut l'arrêter, dit Mathilde, comprenant soudain l'intention d'Élise. Le sacrifice ne fera que nourrir la créature, la rendre plus forte. Mais Laurent la retint. Regarde. La créature avait changé. Ses mouvements frénétiques s'étaient apaisés, et sa forme semblait se stabiliser, devenant plus définie, presque solide. Les motifs lumineux qui parcouraient sa peau pulsaient maintenant en synchronisation avec les paroles d'Élise. Victor, qui s'était relevé péniblement, sentit la connexion avec les gargouilles s'intensifier. Dans son esprit, il voyait Notre-Dame, ses tours majestueuses, ses gardiens de pierre. Et il comprit. Les gargouilles, dit-il, s'approchant des autres malgré la douleur qui irradiait dans sa poitrine. Elles n'ont jamais été des prisons. Elles sont des ancres. Des ancres, répéta Mathilde, ne comprenant pas. La créature existe simultanément ici et là-bas, expliqua Victor, les yeux fixés sur l'entité qui semblait maintenant presque hypnotisée par le rituel d'Élise. Une partie de sa conscience, de son essence, est liée aux gargouilles. C'est ce qui l'a maintenue en sommeil pendant des siècles. Le père Benoît, toujours affaibli mais conscient, hocha la tête. Les bâtisseurs de cathédrales connaissaient les anciennes magies. Ils ont créé les gargouilles comme des points d'ancrage pour des entités qu'ils ne pouvaient pas détruire, seulement contenir. Alors que fait Élise exactement, demanda Laurent, observant la jeune femme qui continuait son étrange incantation. Elle renouvelle le pacte, murmura Victor. Mais cette fois, elle s'offre entièrement pas seulement comme nourriture, mais comme gardienne. Mathilde feuilleta frénétiquement le livre du père Benoît, cherchant une alternative. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas la laisser faire ça. La créature étendait maintenant un appendice vers Élise, non pas menaçant, mais presque cérémoniel. La jeune femme leva les bras, accueillant ce contact. Là où l'appendice touchait sa peau, une lueur bleutée se répandait dans ses veines. Je dois intervenir, décida Victor, s'avançant vers eux.
ma connexion avec les gargouilles pourrait nous donner un avantage. C'est trop dangereux, protesta Laurent, tentant de le retenir. Attendez, interrompit Mathilde, son doigt posé sur une page du livre. J'ai trouvé quelque chose. Un rituel alternatif, la liaison des trois mondes. Il nécessite 3 personnes, chacune représentant un aspect différent, le corps, l'esprit, et l'âme. Victor s'arrêta, se tournant vers elle. Comment ça fonctionne? Au lieu d'un seul sacrifice total, 3 personnes partagent le fardeau, expliqua rapidement Mathilde. Une pour ancrer la créature au monde physique, une pour contenir sa conscience, et une pour lier son essence spirituelle. Le père Benoît se redressa avec difficulté. Ce rituel est dangereux. Il lie les participants à la créature pour toujours. Mais ils survivent, demanda Laurent. Oui, confirma le prêtre. Mais une partie d'eux appartiendra toujours à l'entité. Victor n'hésita pas, je représenterai l'esprit. Ma connexion avec les gargouilles me donne déjà accès à sa conscience. Je serai le corps, décida Laurent, serrant son couteau. J'ai passé ma vie dans ces forêts, je connais cette terre mieux que quiconque. Mathilde regarda le père Benoît, qui hocha faiblement la tête. Et moi, je serai l'âme, dit-elle. Entre mes connaissances historiques et la foi du père, nous pourrons contenir son essence spirituelle. Ils s'avancèrent ensemble vers Élise et la créature, formant un triangle autour eux. Le père Benoît, malgré sa blessure, commença à réciter le rituel, ses mots se mêlant à ceux d'Élise. La caverne entière sembla vibrer. Des fissures apparurent dans la roche, libérant des jets de vapeur brûlante. Le lac souterrain bouillonnait, projetant des gerbes d'eau noire vers le plafond. Élise tourna la tête vers eux, ses yeux maintenant d'un bleu luminescent. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle, sa voix altérée, comme si une autre entité parlait à travers elle. « On te sauve » répondit simplement Laurent. Victor ferma les yeux, se concentrant sur sa connexion avec les gargouilles. Dans son esprit, il voyait Notre-Dame, sentait la pierre ancienne sous ses doigts. Il projeta sa conscience vers ses gardiens de pierre, les appelant à l'aide. À Paris, les gargouilles cessèrent soudain de se fissurer. Au contraire, elles semblaient maintenant plus solides, plus vivantes que jamais. Leurs yeux de pierre s'illuminèrent d'une lueur bleutée, visible même en plein jour. Dans la caverne, Laurent avait planté son couteau dans le sol, établissant une connexion physique avec la terre. Il récitait les mots que Mathilde lui avait appris, des mots qui parlaient d'enracinement, de limites, de barrières infranchissables. Mathilde, tenant le livre ouvert d'une main et un crucifix emprunté au père Benoît de l'autre, combinait les connaissances anciennes et la foi, créant un pont entre les croyances païennes et chrétiennes. La créature sentit le piège se refermer. Elle rugit un son qui n'avait rien de terrestre, qui semblait venir de partout et nulle part à la fois. Ses appendices s'agitèrent frénétiquement, tentant de briser le cercle formé par les 3 humains. Élise, prise entre 2 rituels, semblait déchirée. Son corps convulsait, tandis que la lumière bleue dans ses veines pulsait de plus en plus vite. « Élise » cria Mathilde. « Tu dois choisir. Rejoins-nous ou tu seras consumée entièrement. » La jeune femme lutta visiblement, son visage alternant entre douleur et extase. Puis, dans un cri déchirant, elle rompit le contact avec la créature et trébucha vers le cercle formé par les 3 autres. « Maintenant » hurla le père Benoît. Les 4 humains prononcèrent ensemble les derniers mots du rituel, leur voix unie créant une harmonie parfaite qui résonna dans toute la caverne. La créature se tordit, son corps fluide se contractant comme sous l'effet d'une douleur insupportable. Puis, dans un dernier rugissement, elle sembla imploser, son immense masse se condensant en une sphère de lumière bleutée qui flotta au-dessus du lac. La sphère pulsa 1 fois, 2 fois, puis se divisa en 4 fragments qui filèrent vers chacun des participants au rituel. Victor, Laurent, Mathilde et Élise furent projetés en arrière par l'impact, tombant inconscients sur le sol de la caverne. À Paris, les gargouilles de Notre-Dame brillèrent d'une lumière intense pendant quelques secondes, puis redevinrent de simples statues de pierre mais des statues dont les expressions semblaient étrangement plus conscientes, plus vigilantes qu'auparavant. Le soleil se couchait sur Saint-Étienne, baignant le village d'une douce lumière dorée. 1 mois s'était écoulé depuis les événements dans la caverne. Les disparitions avaient cessé, et la vie avait repris son cours normal en apparence du moins. Dans le jardin du presbytère, 4 personnes étaient réunies autour d'une table en fer forgé. Leurs visages portaient les marques d'une expérience qui les avait changés à jamais. Les mines ont été officiellement condamnées, annonça Laurent, versant du vin dans leur verre. Son apparence robuste n'avait pas changé, mais ses yeux reflétaient désormais une conscience plus profonde de la terre sous ses pieds.
Parfois, ils sentaient les vibrations du sol avant même qu'un tremblement de terre ne soit détecté par les sismographes. L'explication officielle, demanda Victor, dont les cheveux noirs étaient maintenant striés d'une mèche blanche au-dessus du front. Depuis le rituel, il rêvait chaque nuit de Notre-Dame, voyant à travers les yeux des gargouilles, sentant leur vigilance éternelle. Instabilité structurelle, répondit Mathilde avec un sourire ironique. Classique. Elle semblait plus sereine qu'avant, comme si le fardeau de l'histoire qu'elle portait avait trouvé un sens. Le fragment d'essence de la créature en elle lui avait conféré une intuition presque surnaturelle concernant le passé et elle pouvait parfois toucher un objet ancien et percevoir des fragments de son histoire. Et le village, demanda Élise, la plus transformée des quatre. Ses cheveux auburn étaient maintenant parsemés de mèches bleu-noir iridescentes, et ses yeux verts avaient des reflets bleutés dans certaines lumières. En tant que descendante des Moreau et participante au rituel, elle avait reçu la plus grande part de l'essence de la créature. Il se remet, répondit le père Benoît, qui les avait rejoints, s'appuyant sur une canne. Sa blessure à la tête avait guéri, mais il garderait toujours une légère claudication. Les gens sentent que quelque chose a changé, même s'ils ne savent pas quoi exactement. Les cauchemars ont cessé. Un silence confortable s'installa entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Ils étaient liés désormais, non seulement par leur expérience partagée, mais par quelque chose de plus profond, les fragments d'une entité ancienne qui vivait en eux. J'ai reçu une offre pour retourner à Notre-Dame, dit finalement Victor. Pour superviser la restauration des gargouilles. Tu vas accepter, demanda Laurent. Victor hocha la tête. Je dois y être. Elle m'appelle. Et je dois m'assurer qu'elle reste intacte. Les encres, murmura Élise, comprenant parfaitement. J'ai commencé à compiler toutes nos découvertes, dit Mathilde. Pas pour publication, bien sûr, mais pour ceux qui viendront après nous. Les futurs gardiens. Parce que nous ne serons pas éternels, compléta le père Benoît. Même si je soupçonne que votre condition pourrait prolonger votre existence au-delà de la normale. Élise leva son verre. À nous, alors. Les nouveaux gardiens. Ils trinquèrent, leur verre captant les derniers rayons du soleil couchant. Au loin, le vent soufflait doucement sur l'entrée condamnée des mines, portant un murmure à peine audible comme un souffle patient, attendant. À Paris, un touriste s'arrêta pour photographier une gargouille particulièrement expressive de Notre-Dame. En examinant la photo sur son écran, il fronça les sourcils, perplexe. Pendant un instant, il aurait juré que les yeux de la créature de pierre brillaient d'une lueur bleutée. Dans les profondeurs sous Saint-Étienne, le lac souterrain était calme, sa surface noire comme du verre. Mais au plus profond de ses eaux, quelque chose pulsait faiblement, un cœur ancien qui battait au rythme lent des siècles, attendant. Car les pactes pouvaient être renouvelés, les rituels modifiés, mais certaines entités étaient simplement trop anciennes, trop fondamentales pour être véritablement détruites. Elles pouvaient seulement être contenues, surveillées, gardées. Et maintenant, cette tâche incombait à quatre humains qui portaient en eux des fragments de l'abîme des gardiens liés à leur charge par des liens plus profonds que le sang ou la magie. Dans le manoir Moreau, Élise se réveilla en sursaut cette nuit-là, son corps couvert d'une fine pellicule de sueur. Dans son rêve, elle avait nagé dans des profondeurs insondables, sentant une présence ancienne et patiente qui l'observait. Pas avec malveillance, mais avec une curiosité froide et éternelle. « Nous te surveillons aussi, murmura-t-elle dans l'obscurité, sachant que quelque part, dans les profondeurs, quelque chose l'entendait. Et dans les hauteurs de Notre-Dame, les gargouilles veillaient sur Paris, leurs yeux de pierre fixant l'horizon, sentinelle silencieuse d'un équilibre fragile entre les mondes, gardant des secrets plus anciens que la cathédrale elle-même, plus anciens même que la foi qu'il avait érigée. Car sous les fondations de notre réalité, certaines vérités demeurent enfouies, des vérités que seuls les gardiens connaissent, des vérités qu'ils protègent au prix de leur humanité. Fin.